Bon, salut la team. Bien, super. Salut les académiciens, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 15 mars. Bon, on va faire une session un petit peu de travail. Ce n'est pas vraiment une session de formation, ça serait vraiment une session de travail et de questions-réponses. On va se concentrer sur, d'ailleurs, on va pas se- on va se concentrer que sur, sur le GMHP, sur les BO et sur les FVG, sur trois de nos algos. Mais on va essayer de principalement se concentrer un petit peu sur le GMHP. Donc, s'il y a des questions éventuellement sur le GMHP, gardez-les. Et on va revenir en particulier sur le Bitcoin, d'accord? Parce que vous savez très bien que, comme je ne cesse de le dire, le Bitcoin, c'est le métronome, c'est le maestro, c'est lui qui donne le tempo. Donc, lorsque vous avez des potentiels ou des objectifs indiquant une perte ou une prise du prix du Bitcoin entre plus 5 ou moins 5%, ben, comprenez que les altcoins, si le prix du Bitcoin augmente de 5%, comprenez que les altcoins vont augmenter de 10, 15, 20, 30, 40, voire 60%. Et c'est exactement pareil à l'inverse. Donc, c'est toujours important, vraiment primordial, afin de déterminer l'orientation du Bitcoin. C'est très, très, très important. D'accord? Donc, voilà pourquoi je voulais que Romain soit là, parce que, il était rentré en position exactement, si je me trompe, le 20 février. Oscar, cette même date, pour ceux qui sont dans nos différents canaux Discord et Telegram, pour ceux qui se rappellent, déjà le 20 février, j'alertais d'une possibilité chute du Bitcoin vers les 70 000. Donc, logiquement, qui dit, on était encore à cette époque à 94 000, donc qui dit chute du Bitcoin de pratiquement 20-30%, je vous laisse imaginer le carnage qu'il va avoir sur les altcoins. Donc, ce n'était vraiment pas le moment d'acheter et j'aurais vraiment voulu savoir pourquoi il a pris cette position et surtout pourquoi il est rentré avec autant de marge comme il a eu à le stipuler. Et là, maintenant, aujourd'hui, il est un petit peu bloqué, même s'il a une liquidation, je crois, si je me rappelle bien, il doit avoir une liquidation aux alentours de 1200. Là, on va essayer de le voir. Est-ce que l'Ethereum va arriver à 1200? C'est possible si le Bitcoin descend jusqu'à 50. C'est largement possible. Et là, ça risque de faire mal parce qu'il va perdre pratiquement 3000 € et perdre tous les gains qu'il a générés en 6 mois. Et c'est dommage. D'accord? Et ça rappelle juste que les crypto-monnaies vont très vite. Ça va très, très, très vite. Et ça ne sert à rien d'être gourmand. Allez-y étape par étape. OK? Donc, ceci dit, on va s'attarder sur le GMHP. OK? Donc, je vais schématiser deux aspects juste que vous compreniez l'importance du GMHP. Donc, le GMHP, c'est ce qu'on appelle les harmonic patterns. Donc, ils sont basés sur des figures chartistes, d'accord? Avec des points X, A, B, C, D. OK? Donc, je vais schématiser les figures qu'il y a un instant, de temps en temps. C'est pas ça que je voulais. C'est là, 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 là ou là. D'accord? Là, il y a ça. Et puis, il y a une autre figure, c'est le Gartley. OK, d'accord. Donc là, 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 là et là. OK? Donc, ces figures sont basées sur la théorie de Fibonacci. Donc, j'espère que vous avez un petit peu eu le temps de faire des recherches. Donc, ils sont caractérisés. Il y a trois sortes de figures. Donc, on a le X, A, B, C, D. Et vous allez souvent remarquer que sur certains cas, c'est-à-dire sur le Gartley, par exemple, sur le BAT, sur le Butterfly, sur le crabe, c'est-à-dire les quatre premiers si, en règle générale, le point C se situe en bas du point A. Donc, ça sont des éléments qu'il va falloir que vous puissiez retenir. Je répète, les quatre premiers, Gartley, BAT, Butterfly et crabe, c'est-à-dire sur notre tableau de statistiques, ces quatre premiers, en règle générale, le point C se situe toujours en bas du point A. D'accord? Ça, c'est important, surtout lorsque vous allez manager vos positions et savoir surtout où placer votre stop loss. OK? Et concernant le cipher et le shark, le point C se situe toujours plus haut que le point A. Et ça, comme je le sais de le dire, le cipher et les sharks, ce sont des chasseurs de stop loss. Voilà pourquoi vous allez voir que sur les tableaux de statistiques, ils apparaissent plus que les autres. OK? Par exemple, sur l'horizon de temps H8, on peut remarquer que le shark a apparu 117 fois et le cipher 63 fois. Donc, ceux-là, ce sont des chasseurs de stop loss. Donc, c'est important, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de trader chaque configuration. Vous pouvez choisir
soit de trader le cipher, soit de trader le shark, ou soit de trader le Gartley. Par exemple, personnellement, moi, je ne trade jamais, je dis bien jamais le Gartley. Je déteste cette figure pour la simple raison, c'est qu'en termes de money management, ratio risque, il n'est pas intéressant à trader. Donc, celui-là, souvent, ce que je fais, je le supprime dans mes données. D'accord? Je le supprime et je ne le trade pas. Je trade tout le reste, mais je trade en longueur de temps très rapidement le cipher et le shark parce que je les trade généralement sur le point C. Sans le verrou au fur et à mesure, par la suite, je trade généralement sur du point C. D'accord? Parce que comme on peut le voir qu'en termes de statistiques, point C, il a apparu 117 fois et il a eu raison 104 fois. OK? Donc, c'est plutôt intéressant. Et le cipher, c'est exactement la même chose. Et ce sont des horizons de temps supérieurs. D'accord? Maintenant, pourquoi je trade le point C? Parce que vous allez remarquer que, par exemple, sur le cipher ou sur le... Non, ce n'est pas le cipher, c'est plutôt le shark. Le point D du shark est généralement au-delà du point X. Donc, ça, ce sont des choses à comprendre. Le point D du shark, voilà, on a le point X ici. OK? Donc, lorsque vous allez trader le point C d'un shark, il est généralement au-delà du point X. OK? Et maintenant, quelque chose une autre configuration qui est aussi intéressante à trader, c'est le butterfly ou le crabe. Pourquoi? Parce que le butterfly et le crabe, leur point D est très loin du point X. D'accord? Donc, ce qui donne des ratios souvent supérieurs à 3. Donc, c'est-à-dire, ce sont souvent des ratios de 4 ou de 5. J'espère que pour l'instant, c'est clair. Si ce n'est pas clair, veuillez poser des questions pour qu'on puisse avancer. Je ne sais pas si Jean, c'est clair pour toi ce que je suis en train de dire. Jean et Clarisse. C'est clair pour vous pour l'instant? Pour moi, est-ce Euh, que tu pourrais répondre, Ça va vite, ça s'il va te un peu plaît? vite parce que j'ai pas eu le temps de noter comme je voulais, mais bon, je Oui. comprends ce que tu dis, mais j'ai pas pu noter. D'accord, ok. Je vais essayer d'aller lentement. Prenez note et si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me couper. Oui, D'accord? oui, Mais oui. maintenant, je vais essayer d'aller très lentement. C'est bon? Merci, merci. Ok, super. Donc, je répète. Vous savez que la base aujourd'hui dans le trading, ce n'est pas de savoir si on doit réussir. Le but, c'est le money management. D'accord? C'est d'avoir une stratégie ou une technique qui va pouvoir nous permettre de répéter les positions sur plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans le mois. Et en faisant cela, on va facilement voir notre portefeuille croître. Et le money management, le but d'un money management, pour être, comme je ne cesse de le dire des académiciens, c'est de prendre des trades avec un ratio minimum de 3. Ça veut dire que sur 10 trades, il suffit d'avoir raison 3 fois pour être positif, soit en fin de journée, soit en fin de mois, tout dépendra de la manière dont vous allez trader. Et avoir raison sur les crypto-monnaies 3 fois sur 10, c'est très, très facile, surtout si on utilise des horizons de temps allant de H4 jusqu'à, par exemple, H12. D'accord? Ça, c'est important. Maintenant, pour les utiliser, en règle générale, nous avons ces harmoniques patterns et on va essayer, par exemple, de privilégier certains points lorsque vous comprenez comment la configuration s'est établie. Si vous savez qu'on sait qu'on a 5 points, d'accord? X, A, B, C, D. Donc, nous, on traite sur deux manières. On traite le point C, d'accord, et le point D. OK? Maintenant, lorsque vous avez des potentiels, on vous dit par exemple un potentiel cipher, on va le voir par la suite via les graphiques. Si on nous dit par exemple un potentiel cipher, ça voudrait dire que le point D de ce potentiel cipher va être en dessous ou bien pratiquement au niveau du point X. C'est-à-dire un cipher, si on dit un potentiel, ça veut dire que ça serait au point C vers le point D. Et son point D sera largement là. Il ne va pas atteindre le point X. Donc ça, c'est important à comprendre. Ça, c'est le cipher. Et si vous avez un potentiel Shark, on sait qu'en règle générale, le potentiel Shark peut aller jusqu'ici. D'accord? Je vais donner les ratios de Fibonacci, mais c'est sur Discord, je vais vous l'envoyer pour que vous regardiez. Et lorsqu'on veut trader le point C, il y a deux figures chartistes qui donnent des ratios au-delà de 3. D'accord? On a le butterfly et le crabe. D'accord? Parce que eux, leur point D va au-delà, à peu près vers 1,618 si on prend Fibonacci du point X vers le point, un instant, je n'ai pas pris Fibo, je vais prendre Fibo rapidement. On prend du point X vers le point A, donc on peut voir que le point
excusez-moi, le point D du butterfly ou du crabe sera situé ici. Donc ça, c'est juste quelque chose que vous devez retenir. Sera situé là, vous voyez. Donc, ce qui fait que si on rentre au moment où on aura le signal, vous voyez bien que de là, avec un stop loss serré au point C, on a des ratios supérieurs à 3. Donc ça, c'est deux figures qui nous donnent ces possibilités. Le butterfly et le crabe. C'est très important. Ils vont au-delà du point X. Maintenant, trader le point C du cipher et du shark, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que le point C est plus haut que le point A. Cipher, shark, le point C est plus haut que le point A. Et le reste des figures, le point C est plus bas que le point A. Et honnêtement, je ne conseillerais pas de trader le Gartley. En termes de ratio risque, il n'est pas vraiment intéressant. D'accord? Il n'est vraiment pas intéressant. C'est bon pour tout le monde à ce niveau? Oui, oui, oui. Oui, oui. Parfait. OK, super. Donc, si je répète, si je pose juste la question, quelle est la particularité, par exemple, du cipher et du shark par rapport aux autres harmonic patterns? Qu'est-ce que tu pourras me dire? Excuse-moi, Timéo, s'il te plaît. Sors, sors. Merci. Oui, en gros, si j'ai bien compris, c'est plus intéressant de trader le cipher et le shark parce qu'il y a un ratio beaucoup plus intéressant en termes de rendement, euh, alors que les autres, en fait, c'est plutôt inférieur et ça vaut peut-être pas le coup de prendre le risque pour des gains qui seront pas à la hauteur. Je pense que c'est ça. C'est à 30% ça, mais c'est pas vraiment ça. Ok. Clarisse, c'est pas grave, mais c'est à 30% ça. Au moins, tu as compris un petit peu la logique. Mais tu as un petit peu mêlé les pinceaux. Clarisse, Oui. Alors, ce que j'ai compris, c'est que le cipher et le shark, euh, lorsqu'on traite le point D sur le cipher et le shark, le point C, ce point se situe en dessous du point X. Le point D, hein, le point D se situe en dessous du point X, donc c'est assez facile d'avoir un ratio de x3 si on le traite. Et sachant que le cipher et le shark sont les chasseurs de stop loss. pourquoi ils sont des chasseurs de stop loss? Parce que la plupart des personnes qui engagent un trade mettent un stop loss. Je suis d'accord, mais pourquoi la particularité? Pourquoi le cipher et le shark sont des chasseurs de stop, contrairement, par exemple, au butterfly, gartley ou bien crabe? Parce qu'ils sont en dessous du point X. Parce qu'ils sont En dessous du point X. Parce qu'ils vont jusqu'en dessous. Ben voilà, si c'est la descente ou au-dessus, si c'est au spot. Donc là, tu parles du point D. Je parle du point D, oui. Bien, OK. Donc, logiquement, c'est que soit vous n'avez pas bien compris, soit j'ai mal exprimé, et je vais répéter parce que c'est très important ce niveau. Le point D, c'est la destination. Oui, Allô? Oui, oui, je voulais, leader Clarisse qui parlait tantôt, hein. Oui, oui, c'est Morel, Clarisse. vas-y, je t'écoute. S'il te plaît, je voulais juste un peu l'amener à comprendre quelque chose. D'accord? Leader, quand tu regardes les schémas, le deuxième schéma de leader Emmanuel, le deuxième, Oui, si tu dois trader pour aller prendre ton bénéfice sur le point D, tu oui. entres, J'ai pas suivi, hein. si tu dois entrer sur ce schéma-ci pour viser le Oui. point D, toi, tu entres à quel niveau? Au point C, enfin, après le point C. Si dès que le point C se présente, j'entrerai au point C ou légèrement en dessous. Voilà. Et pendant ce temps, où est-ce que tu places ton stop loss? Après le point C. Après le point C. Donc, tu vois que tu ne peux pas parler de chasseur de stop loss et être concentré sur le point D. Est-ce que tu comprends? Parce que ton D'accord. stop loss doit chasser, doit être sur le point C. Oui, oui, c'est vrai. OK? Et Mhm. généralement, vous allez comprendre que le cipher et le shark, là, quand nous disons de suivre les institutionnels, c'est pas toi et moi qui chassons les stop loss, ce sont les institutionnels.
Donc, quand tu dis chasseur de stop loss, ça veut dire quand les autres se positionnent sur le point, à la hauteur du point A, sachant que c'est là où ça s'arrête, lui va venir traverser ce point, ramasser les stop loss de ceux qui se sont placés sur le point A avant d'aller chercher le point D. Donc, quand tu parles de Attends, le chasse, stop loss sur le point A. regarde, Quand- quand tu regardes le schéma, le point de départ sur les sommets, tu vois le point A, non? Oui, c'est le point A, oui. Voilà, tu vois que si tu entres sur le point A, tu vas mettre ton stop loss un peu au-dessus du point A, Oui, avant le point C. avant le point Ou à la C. limite du point C, oui. Oui, peu importe, tu vas voir que quand tu mets ton stop loss là-bas et que le chasseur de stop loss doit venir, il doit monter un peu plus que le point A et il va ramasser Mhm. ton stop. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on appelle le cipher et le shark les chasseurs de stop loss. Mhm. Donc, Et donc, quand tu vas expliquer le concept de chasseur de stop loss, c'est par rapport au point C et non par rapport à l'objectif D que tu prends. Parce que pour prendre ton stop loss, ce n'est pas au niveau de D, c'est au-dessus du C, c'est au niveau de C. oui. Alors, toi, tu entrerais où? À quel point? Sur ce schéma, Oui, ben, j'entrerai au point C, comme tu l'as d'accord. dit. Et mon Oui, stop bon, loss sera au-dessus du C. oui, oui. Le stop loss serait au-dessus du C, ça c'est sûr. Voilà. Donc, je voulais être sûr que toi et moi, on entrerait au même niveau, quoi. Et tu vois que quand j'entre comme ça veut dire que je vais entrer presque au même point que l'institutionnel qui va chasser le stop loss au niveau de A. Le stop loss de ceux qui sont positionnés au niveau du A. On est au même endroit avec ces institutionnels-là. Mhm. Donc, c'est ce que je voulais ajouter, l'idée, Emmanuel. Je ne sais pas si ça a été ça. Très bien, très bien. Oui, oui, Est-ce que cela aussi a permis à Jean de mieux comprendre Jean? oui, j'ai pu mieux comprendre. En revanche, il y a quelque chose qui apparaît, c'est souvent, c'est que ces schémas-là apparaissent un peu après. En fait, on voit bien que la figure C, souvent, en fait, elle est au-dessus, entre le point X et le point C. On a effectivement un écart. J'ai bien compris qu'il faut privilégier le placement de ton stop loss au niveau du C. Mais j'ai l'impression que c'est toujours, quand je regarde ça, c'est toujours déjà fait et ça ne me permet pas d'anticiper un trade. C'est vrai. Je ne Très sais bien. pas si je me fais comprendre. Très, très, très bien. Tu te fais très bien comprendre. Ok, super. Pendant qu'on parlait, Romain nous a rejoint. Ça tombe bien parce qu'il va un petit peu nous expliquer l'erreur ou bien nous expliquer un petit peu ce trade où il est coincé et ça pourra vous servir de leçon. Salut, mon leader Romain. J'espère que ça se passe bien chez toi. Salut, salut. Sincèrement, je ne pourrais pas. Je suis avec vous, mais je ne pourrais pas intervenir parce que je C'est ne suis pas grave, pas en Marosa. position. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais écouter l'enregistrement. Ok, c'est pas grave. Romain, tu m'entends à ton niveau? Parce que si tu parles, tu entends. Oui, oui, j'entends. Ok, ben super, super. J'espère que tu pourras nous accorder quelques minutes avant qu'on clôture la session. Donc, Pas de souci. pour répondre à ta question, Jean, effectivement, si tu te mets, tu te mets sur quel horizon de temps lorsque tu l'as remarqué? Je commence souvent en 1 heure, Bien, et puis après je descends, je regarde un petit peu ce qu'il bien, y a plus bas, où sont placés les stop loss, pardon, où sont placés les BO. bien. Et donc après, j'ai ces fameuses figures qui apparaissent. J'ai bien les flèches du GMH qui m'indiquent les tendances, les mouvements, les directions que prendront les, Le enfin, prix? que prendront comment on dit ça, le graphique. Oui. Mais voilà, après, je n'arrive pas toujours à comprendre ces figures qui apparaissent OK. et trader avec. Ce Il n'y a que pas j'ai, de souci. voilà, c'est ça. On est là pour ça. On est là pour ça. Donc, c'est vrai que sur des unités de temps inférieures du style 10, 15 ou 5 minutes, c'est vrai que tellement que ça va tellement vite, surtout sur les crypto-monnaies en termes de volatilité, le temps Mhm, que la flèche se mette en place, ben, la crypto-monnaie a déjà perdu. D'accord? Mais il n'a pas encore atteint son objectif D. Vous allez souvent le remarquer qu'il n'a pas encore atteint son objectif D. Donc, dans ce cas de figure, l'idéal, c'est d'attendre une correction, que ça remonte et que ça se rapproche vraiment au niveau du départ du point C pour que vous puissiez avoir ce ratio de 3. Et après, vous rentrez et vous repartez maintenant dans l'autre sens contraire vers le point D. Mais sur des ok, horizons de temps H4, H2 ou H3 ou un peu plus, on a vraiment le temps de rentrer au bon moment pour avoir ce ratio de 3. Le but, c'est qu'on ait notre ratio de 3 au point d'entrée, stop loss SL au point C et en vise de point D. On a toujours
sur 10 trades, on a toujours 7 fois l'opportunité vraiment de rentrer au bon moment. Et on va le découvrir tout à l'heure. Et si on n'a pas vraiment, on attend uniquement ce petit retracement. Comme je ne cesse de le dire, les prix ne vont jamais en ligne droite. Ce petit retracement qui va nous permettre de rentrer avec notre ratio de 3 minimum. Tu suis, Jean? Oh, pardon. Oui, oui, je suis toujours là. Ok, super. Donc, ça, c'est de 3. Mais ça sera encore une fois que vous serez bien familiarisé. Vous pouvez anticiper ce point C avant même qu'il ne soit déclenché. Je répète, ça, c'est la dernière partie. Lorsque vous serez tellement bien familiarisé avec cela, vous pourrez anticiper ce point C avant qu'il ne soit déclenché. Comment? Vous savez bien que nous avons des unités de temps, d'accord, qui va là, actuellement, on va du monthly jusqu'aux 15 secondes. On a du court, moyen et long terme, ou court, moyen terme, ou moyen, long terme, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que si vous tradez, et je cesse de le dire, tradez vraiment sur des horizons de temps du style moyen terme, si vous tradez sur le H4, vous pouvez anticiper un point C grâce, par exemple, au H2. Parce que ce point C, H4, va correspondre à un point D, H2, peu importe la figure chartiste. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bien, vous voulez que je répète cette partie? C'est parfait. Bien. Donc ça serait maintenant par la suite. Vous allez faire vos propres exercices et vous allez vraiment le remarquer. En règle générale, vous pouvez l'anticiper correctement ce point C. OK? Donc, voilà ce que je tenais à dire rapidement sur les figures, que ce soit un petit peu clair pour tout le monde, pour que vous voyez c'est un petit peu dans la tête. Et on va revenir maintenant sur le Bitcoin et exactement sur la baisse que nous avons observée ici. Et là, on a tous les ingrédients du chasseur de stop à ce niveau-ci, plus potentiellement d'un butterfly. Là, nous sommes en mode réel. D'accord? Nous sommes vraiment en mode réel. Là, le prix actuellement, il est à 84 000. Maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir au 20 février, d'accord? Au 20 février, lorsque je balançais l'annonce disant que le Bitcoin va chuter. Nous étions le 20 février. J'espère que tout le monde a eu le temps de suivre sur Discord et sur Telegram cette annonce. Nous étions ici. OK? Donc, je reviens à 21 à peu près, nous étions là. Tac, 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 tac. Donc, nous étions ici. Et vous voyez bien que lorsque déjà le 20, nous avons, regardez bien ce qui est intéressant, nous avons déjà ce butterfly qui nous indiquait la direction du Bitcoin entre 78 000, entre 86 500 et 76 000. Déjà, depuis, nous avons déjà avec ce point C qui est exactement là. D'accord? Le point C, il est là. OK? Je le mets en rouge. Je mets en rouge. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, Jean. Tu peux voir que lorsque ce point C apparaît, on va essayer de voir à quel moment il apparaît. Donc, pour cela, je vais essayer de reculer. Tac, tac, tac. Je vais essayer de me mettre là pour voir à quel moment exactement ce point C apparaît. Ok, je comprends. Bien. Donc, je vais maintenant laisser courir et on va voir à quel moment le point C va apparaître. D'accord? À quel moment ce point C va apparaître. Donc, je laisse courir le graphique. On voit bien que le point C, il a déjà décollé, tu vois? Mais sauf qu'il n'a pas encore lancé son signal. OK? On va voir à quel moment il va apparaître. Là, nous sommes. Non, il n'a encore pas encore apparu. Quand c'est. Qu'est-ce qui passe? Pourquoi? Bien, OK. Pile poil. Donc, on voit qu'il apparaît à ce moment, à ce retour-ci. Donc, ça veut dire que si vous aviez mis une alerte, c'est maintenant, lorsque le Bitcoin était à 98 000, que vous allez voir ce potentiel butterfly. Donc, vous voyez bien que le potentiel butterfly, il est là. Du coup, pour ceux qui veulent rentrer, là, vous avez un ratio risque plutôt assez intéressant. OK? Donc, vous rentrez là. Stop loss. Non, non, ce n'est pas le bon. Je prends short. Ce n'est pas le long. Je prends short. Vous rentrez au moment où vous avez l'alerte. Vous voyez bien qu'on a eu l'alerte au bon moment. On le met là et on vise ce butterfly. Vous voyez bien qu'on est sur un ratio au-delà de 10. C'est ce que je suis en train de dire. Le butterfly, le crabe en point D dans des ratios intéressants. OK? Donc là, à ce moment, vous l'avez, vous rentrez à ce moment. OK? Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si
On va essayer de voir si le point C en SL sera touché. Vous voyez ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. C'est bien. Il sera touché, oui. Et là, automatiquement, il nous crée, là, à ce moment-là, il nous crée un shark. D'accord? Parce qu'il est venu chercher ce point et il est redescendu. OK? Mais comprenez que cela, une fois que vous avez cette notion que en mettant en mettant votre stop loss ici et en se disant, tiens, comme ici, on peut venir chercher, sachez qu'il faudrait que vous rentrez une fois à nouveau. Parce que même si le butterfly a eu tort, à un moment donné, il va rééquilibrer. Ça veut dire que le marché veut aller chercher ce prix de 76-77 000. Mais avant d'aller chercher ce prix de 76-77 000, ils vont essayer de prendre de la liquidité. Okay? Et là, ils nous créent un chart. On a un chart à partir de X, A, B, C et D un peu plus loin. OK? Donc là, quand vous faites cela, dites que, OK, je suis en point C, mais attention, j'ai un potentiel chaque coin cipher qui peut venir chercher mon ESL et repartir dans le sens du potentiel D qui s'était affiché. Et par la suite, on va voir que par la suite, ce D va revenir, mais avec un nouveau point C. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si le but du trading, c'est de répéter et de finir par choper un trade avec un ratio intéressant qui va couvrir potentiellement les pertes passées et sortir en bénéfice. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour l'instant? Ok, je suis, mais voilà, c'est c'est costaud quand même, ouais. Je Je, suis. je sais que c'est costaud, mais on est là pour essayer d'y remédier. Mais ça viendra au début, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Maintenant, regardez, on était sur l'horizon de temps, je ne me rappelle plus, je crois que c'était H12. Regardez l'importance de pouvoir se positionner. Si on se met sur du H4, vous pouvez voir que cette zone-ci, cette zone B aussi, d'accord, a fait office de barrer les prix plusieurs fois. Donc, l'idéal, quand vous savez qu'il y a une zone où les market makers entrent en mouvement, c'est cette zone qu'ils vont chercher à protéger. Donc, si vous mettez vos stop loss, par exemple, dans ce cas de figure ici, vous avez plus de chances de ne pas être touché que si vous touchez le point C pile poil. D'accord? Donc, c'est vraiment important en termes de money management. Donc, ça veut dire que là, en faisant en l'occurrence, c'est-à-dire si vous tradez en l'occurrence dans ce sens, en allant chercher, vous voyez qu'en ayant mis votre stop loss ici, au lieu d'avoir un ratio de 10, vous aurez peut-être eu un ratio de 5 ou de 6. On va le vérifier tout de suite. D'accord? On va le vérifier tout de suite. En rentrant exactement comme ce qu'on avait fait et mettant notre stop loss ici et visant le point D au préalable qui était un petit peu plus bas. Vous voyez déjà qu'à 86 000, on dépasse déjà notre ratio de 3. Donc, vous voyez que c'est très important de prendre ces notions. Même si on réduit le ratio, tout à l'heure, en restant au point C, on risque de se faire jeter par un cipher ou un shark. Mais en regardant le H4, on se dit, tiens, si on se met sur la partie supérieure du BO, je suis plus en sécurité, mais je grignote sur mes ratios. Mais je reste toujours au-delà du ratio de 3. Et là, on a utilisé le BO. Donc, c'est toujours important de scanner le marché et de voir où sont les market makers en règle générale et où sont les points qui vont nous permettre d'accélérer une fois que le prix va accélérer. En l'occurrence, ici, sur le H4, on a le GSD ici. Donc, on sait que sur le H4, cette zone comprise entre 89 puis 87 va permettre au prix d'accélérer, d'aller plus bas. Donc, ici, on n'achète pas. Au contraire, ça va nous permettre d'accélérer et d'aller plus bas et d'aller chercher un petit peu les 80 000. Vous voyez comment on essaie de combiner les points, les algos et avoir une vision globale du marché et puis rentrer et puis patienter légèrement. Ok. C'est bon? Question, Jean? Non, non, c'est clair. Bien. Allô, Oui, Daniel? Morel, tu as quelque chose à rajouter? Oui, je voulais revenir je crois, ce leader Jean-Claude qui me disait que quand il regarde les harmonies patterns, parfois, il ne sait pas. Il dit pas. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que se positionner, c'était difficile parce que c'était déjà comme passé. Je ne sais pas si je reformule bien sa Ah question. oui, oui, tout à fait. En fait, souvent, j'ai toujours un temps de retard. Je me dis, attends, je rentre là, je regarde, il me fait descendre. La figure s'est formée. En fait, je n'arrivais pas à anticiper. C'est ce que disait tout à l'heure Emmanuel. Et voilà, j'arrivais pas à anticiper. Voilà, j'avais toujours un temps de retard. Peut-être que je ne regardais pas les bons time frames, comme il disait. Ok, c'est ça que je voulais poser la question. Si tu as compris maintenant, ton problème est résolu.
parce que Emmanuel vient de résoudre ce problème-là avec l'apparition aussi du BO qui vient s'ajouter sur Exact. l'harmonie pattern. Oui, Et ça épouse ce qu'on nous a expliqué la fois passée sur les confluences, les points de tout à fait. convergence et l'importance de partir avec des institutionnels qui sont représentés par les BO. Donc, quand tu Oui, associes ça avec ton pattern, tu peux parfois aller au-dessus, en dessous ou en deçà, parce que finalement, l'harmonie pattern, c'est tout le trader lambda qui connaît ça, et l'institutionnel va venir avec le BO préciser les points de ses pièges pour ramasser nos stop loss. Donc, oui. c'est un peu ça qu'Emmanuel a expliqué là. J'espère que ça a résolu alors ton problème. Si, j'ai compris, puisque moi, dans la configuration des BO, je voyais où me placer. Mais là, en fait, c'était pour insister sur les notions nouvelles comme Shark, Cipher, ces trucs-là, c'est nouveau pour moi. Et là, il a employé quelque chose que je n'avais jamais entendu, c'était des chasseurs de stop-loss. Mais ça rejoint effectivement l'idée de se cacher derrière les BO et les lignes de résistance significatives, ou plutôt les zones de résistance significatives. Une fois qu'on les a et qu'on les additionne au BO, eh ben, ça nous protège un peu plus. C'est ce que je viens de comprendre. Surtout quand on se positionne sur un char. Il faut faire attention. Exactement. Exactement. Très bien. C'est exactement cela. Et on peut le voir, par exemple, ici, comme ce cas de figure-ci, ici. Vous voyez bien qu'on a, vous voyez bien, bon, pour un début, ça serait compliqué, mais après, il faut savoir que ici, on a un point X A ici, mais on a aussi un point X A là, on a aussi un point X potentiellement aussi ici A. Donc, comprenez que chaque tronçon, mais ça va avec le temps. Et vous voyez qu'à un moment donné, c'est pour ça que souvent, vous allez voir beaucoup d'harmoniques au sein des harmoniques. Donc, c'est normal. Mais avec le temps, vous allez comprendre. Regardez ici ce qui était intéressant lorsque nous étions à 88 000. On avait ce BO qui était un petit peu large, ce BO. D'accord? Cette zone-ci qui est un petit peu large. Et moi, j'aime bien ce genre de configuration. Quand on voit qu'ils sont venus première fois ici, ils ont expulsé le prix. Deuxième fois, vous voyez qu'à chaque fois qu'il revient dans cette zone, les points bas sont plus bas que les précédents bas. C'est-à-dire qu'ils chassent toujours des stops en dessous. D'accord? Et en chassant des stops en dessous, ils poussent les gens à venir rentrer et acheter à nouveau et créer encore de la liquidité en dessous. Sans liquidité, le marché n'évolue pas. Donc, il faut toujours de la liquidité. OK? Donc, on peut voir qu'ils sont venus ici. Et regardez ce qu'ils ont fait ici. Revenir tester une deuxième fois. Revenir ici, prendre de la liquidité, repartir plus haut, prendre cette liquidité. Et on sait qu'en fin de résultat, il reste une liquidité à venir chercher. C'est cette zone de liquidité ici. Et c'est ce qu'on va venir chercher avec ce point-là. Ce dernier point sharp, X, A, B, C, et on part dans l'autre sens. D, pour aller prendre la liquidité qui est ici, et en inverse, et on repart maintenant dans l'autre sens pour prendre la dernière liquidité qui sera en dessous de ce BO-là, qui sera vers 86 000. Voilà pourquoi on a un Bitcoin aujourd'hui à pratiquement 70 000 et on remonte maintenant vers le haut. Comprenez juste, c'est uniquement ce jeu de liquidité. Une fois que vous comprenez ce jeu de liquidité et que vous arrivez à identifier les potentielles liquidités, là, vous allez gagner dans le game et vous aurez toujours un ou deux ou trois coups d'avance. OK? Donc, ce genre de BO un petit peu large sur des unités de temps lent, il se casse très difficilement. Les prix vont venir rebondir plusieurs fois. Et si on rebondit déjà deux fois de suite, faites attention. Ça veut dire que quelque part, la probabilité que ce BO fasse office de support est en train de s'affaiblir et le prix va finalement céder et rechuter vers le bas. D'accord? Donc, ça, c'est un petit peu ce que vous devez arriver vraiment à maîtriser. OK? Maintenant, il y a un truc que je voulais signaler. Je crois que ce n'était pas sur du H4, c'était sur le GSD. Oui, est-ce que c'était sur le GSD 8 heures ou 12 heures? J'aurais dû retenir, je crois que c'est parfait. OK, c'était sur du H12. D'accord. Vous voyez bien que sur du H12, par exemple, ici, lorsque nous sommes repassés sous le GSD, on peut voir que le GSD a fait office de barrage ici. D'accord? Office de support, de résistance. Parce que ce genre de GSD, vous voyez, il y a d'autres GSD qui vont un petit peu lents, qui s'allongent. Et ce genre de GSD sont très puissants dans le sens où si on est en haut, les prix vont tendance, comme vous voyez ici, rebondit, il repart. Ici, rebondissent, il repart. Attention, deux fois de suite. La prochaine fois, on peut casser. Et une fois qu'on se retrouve ici, une fois, deux fois, trois fois, il tient bien. Attention, on peut repartir vers le bas, chercher cette liquidité qui se retrouve à 88 000. OK? Donc, vous voyez, c'est comme ça que vous allez un petit peu analyser, observer et essayer éventuellement, et je dis bien éventuellement, anticiper les prix. D'accord? Pas prédire, mais essayer de les anticiper. OK? Sur du daily,
Je crois que je vais un instant regarder ce qui se passe ici. Vous voyez déjà que là, j'avais noté potentiellement ici, vous voyez là, j'avais noté un deep crab, c'est-à-dire c'est ce crab-ci que j'avais noté ici. Pourquoi? Parce que j'ai un X, un A, un B, un C et potentiellement un D vers le bas ici. OK? Et cette zone, en même temps, vous pouvez voir que non, c'est une grosse zone de FVG daily. Vous voyez, donc je note, j'identifie le potentiel déjà. Dès cette date, je peux me dire, attention, on va aller chercher cette zone de prix. D'accord? Avant potentiellement d'aller chercher cette zone de prix de 70 000, voire un peu plus bas. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas, mais pour l'instant, on a déjà fait la moitié du chemin parce qu'on est venu toucher exactement les 78 000. Donc, déjà en date je crois que le point C, je vais juste voir à quel moment ce point C-ci apparaît. Je vais juste observer. Euh, OK, je vais juste voir à quel moment ce point C apparaît. Tac, 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 j'attends. OK, date 103 000, 102 000. Je vais aller un peu plus vite en espérant qu'il a bien. OK, je me pose. C'est parfait. Donc, on voit bien que déjà ce signal apparaît lorsque nous étions à 96 000. D'accord? On a un point C ici. Emmanuel, pardon. Donc, Oui, FG, c'est fair value gap, c'est ce que tu veux dire, c'est ça? exactement, le fair value FG. gap, exactement. Oui. Ok. Ce sont des trous de cotation qui sont appelés à être comblés. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'échange dans cette zone de prix. Et D'accord, ok. voilà, sur des unités de temps supérieures, 80% des cas, à un moment donné, ces fair value gap doivent être venir, c'est-à-dire ces trous de cotation doivent être comblés. Ils vont attirer les prix comme un aimant. Ils doivent être comblés. Donc, si vous avez des FVG au niveau où on a des potentiels, alors là, on a des zones de confiance plutôt assez intéressantes. Et surtout si on a encore des BO dans cette zone, on a plutôt des zones de confiance plutôt assez intéressantes. Donc, déjà à 96 000, vous qui avez déjà les algos, vous savez que, tiens, attention, on peut aller chercher cette zone de prix ici, déjà prendre ce FVG ici, d'accord? Et d'autant plus qu'on voit tout à l'heure, comme je vous l'ai expliqué, le BO ici a été utilisé une première fois, attention, ils vont à un moment donné accélérer. Et vous savez bien que dans cette zone-ci que j'ai entourée, nous avons une zone de GSD qui va permettre au prix d'accélérer. Mais c'est une zone de GSD, rappelez-vous, je crois que c'est sur du H12. Mais sur du daily, on ne voit pas cette zone de GSD. On peut que le voir que sur des unités de temps inférieures au daily. D'où l'importance de scanner, de partir sur des unités de temps supérieures, avoir une direction claire et aller un peu plus bas pour avoir potentiellement des zones d'accélération ou potentiellement des zones c'est-à-dire des zones où le prix va se stabiliser. C'est-à-dire là, par exemple, on sait que sur du daily, tiens, on vise un potentiel, comme vous pouvez le voir, je vise un potentiel ici. C'était un petit peu large, élevé. Donc, je visais déjà, lorsqu'on était un petit peu plus haut, je visais un prix du Bitcoin compris entre 76 000 et 52 000. Donc, toute cette zone-ci, mais on ne va pas y aller directement. Donc, une fois que je vise, je remarque cela, j'essaie de voir la zone qui va permettre au prix de venir se calmer avant de repartir là. Je ne le verrai pas sur du daily, je passe sur du H20, d'accord? Je passe sur du H20 pour chercher potentiellement cette zone. Et tout de suite, ce que je peux observer ici, je vois que cette zone-ci de FVG ici, là, hein, à 76, peut permettre au prix de se calmer. C'est-à-dire que les prix reviennent prendre cette liquidité légèrement. Puisqu'il n'y a plus de liquidité en dessous, ça va permettre au prix de repartir vers le haut et pouvoir potentiellement créer plus de liquidité en dessous pour avoir une raison d'aller un peu plus bas. S'il n'y a pas de liquidité, le prix n'ira pas un peu plus bas parce que les market makers, ça ne les intéresse pas. D'accord? C'est ce que j'ai dit sur du H20. Je continue ainsi du 15 heures. Excusez-moi. Je continue, je continue ainsi sur des unités de temps inférieures à H15. Vous voyez, j'ai toujours cette zone 85, 92. Et au fur et à mesure que je descends, ce que j'aimerais voir, c'est vraiment une zone d'accélération. C'est-à-dire, je cherche un GSD qui va permettre au prix d'accélérer rapidement. Je ne l'ai pas sur du H10. Et je crois qu'on l'avait sur du... Cette zone, elle n'est pas intéressante. On ne l'a pas. Ouais. Mais Pardon? Emmanuel, je n'ai pas le GSD, moi. Je l'ai pas.
Mais c'est normal, toi, tu as la version gratuite, je crois. Oui, c'est pour ça. OK. Mais Exact, je vais changer ça parce que c'est important quand e- même de voir les zones de liquidité, les zones d'accélération, etc. pour exactement, je savoir comprends si très ça va bien. descendre ou pas. Ouais. Je comprends très bien. Je OK. comprends très bien. Donc, vous voyez que, par exemple, ce que je cherchais, je l'ai en H7, ma zone d'accélération. Donc, c'est-à-dire, lorsque le prix va dépasser les 87 000, c'est cette zone-ci qui va permettre au prix d'accélérer et aller dans mon point. Donc, ici, franchement, je ne vais pas acheter. Sachant plus que le temps qu'on est déjà venu rebondir ici une première fois, une deuxième fois, comme je viens de le dire, ça fait office, attention, la troisième fois, on risque d'aller chercher cette liquidité et prendre tous ces. On peut voir que dans cette zone GSD, les BO, les market makers ont poussé, donc ils ont créé de la liquidité ici. Et cette liquidité, c'est celles qui vont permettre au prix d'accélérer un peu plus bas. Et je l'ai en H7. OK? Donc, voilà un petit peu ce que je tenais à dire rapidement sur le GMHP. Et on va revenir. Manu, Oui, Clarisse. une question, s'il te plaît. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. On reste bien sur le H7 là, comme tu étais tout à l'heure. D'accord? Euh, donc, ils venaient, ils sont venus, ils ont testé 3 fois. Enfin, à la troisième fois, ça, je crois que ça a cédé. Mais j'avais remarqué quand même les BO acheteurs là, qui se présentaient. Tout à l'heure, c'était visible. Là, je ne les vois plus vraiment. Mais il y avait les BO acheteurs là. Moi, de ce que de ce que j'ai appris là, j'aurais plutôt pris position avec achat. Oui, là, voilà. Voilà les BO acheteurs là qui sont là. Mais exactement. Mais si tu as compris ce que je dis, regarde, regarde, regarde. Si tu as compris ce que je dis, tu vois, ce point-ci, d'accord? Oui, Ici, tu vois bien qu'il est venu toucher ce BO. Donc, on a pris une première fois. Regarde, 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 Clarisse. Ici, tu vois? Si oui, j'allonge, tu vois qu'il est venu toucher le BO ici. Donc, ce BO déjà a fait déjà office une première fois. oui. Et en même temps, quand il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un autre BO ici pour pousser les prix vers le haut. Oui, mais le BO qui est au-dessus là, juste vers vers nous ici, vers Ici, oui là, celui-là, ce oui, BO là. oui. Celui-là, c'est pour la montée, c'est pour l'achat. Mais je suis d'accord. Mais là, actuellement, regarde, là, le prix est à 102 300. Maintenant que je parle, le prix est à 102 300. D'accord? Oui, oui, Donc, tu vois bien que ce BO ici, il a agi déjà une première fois. Il faut que tu comprennes. Là, le but, c'est de comprendre comment les market makers jouent. C'est-à-dire, il a déjà agi ici. Une première fois, il a agi. Donc, ça veut dire que si toi, tu arrives à ce moment où le prix du Bitcoin est à 102 000, attention à ce BO. Dis-toi qu'il ne peut ou ne pas tenir. C'est ce que je suis en train d'expliquer maintenant. C'est-à-dire, ce BO, un BO, lorsqu'il tient une première fois, c'est bien. Mais une mhm, deuxième fois, si on attaque ce BO, c'est dangereux. Une troisième fois, il ne faut même pas rentrer. d'accord. Je ne sais pas si tu Ok. vois ce que je vais en train de dire, Clarisse. Oui, oui, oui. Tu comprends? Je comprends, oui. Bien. Donc, si tu comprends un petit peu et tu vois 102, tu regardes un petit peu comment ça s'est passé, tu vois bien que là, la première fois, ils sont venus ici, ils ont flirté avec ce BO. La deuxième fois, ils ont flirté avec ce BO. Ça veut dire qu'ils ont protégé ce BO. Pourquoi? Parce qu'ils veulent créer de la liquidité. Ils veulent que les gens mettent des stop-loss dans cette zone-ci. C'est ce qu'ils Oui, veulent, les market makers. Donc, ils vont essayer de flirter. Et là, la troisième fois, ce qu'ils font, après avoir créé la liquidité ici, ils viennent prendre toute cette liquidité sans, je dis bien, sans casser le départ de ce point BO ici. Et par la suite, ils créent un autre BO et là pour repartir vers le haut. Pourquoi? Parce qu'ils veulent créer la liquidité ici et là. Donc, ça veut dire que toute cette zone-ci, un instant, ça veut dire que toute cette zone-ci, donc, ça veut dire que toute cette zone-ci, là, comme ça, il y aurait de la liquidité. À un moment donné, il faut que les prix descendent pour prendre toute cette liquidité. mm, ok. Tu as compris, Clarisse? Oui, Donc, pour la première fois, si on n'a pas touché, oui, tu peux tenter. Mais là, attention. Quand on a 102 000, il faut faire très, très, très attention. D'autant plus qu'on a fait un second ATH ici. On peut voir qu'on a fait un ATH à 109 000. Attends, si tu te dis, attention, ça va être compliqué. Ce que je suis en train de voir, je sens que potentiellement, en plus, on se rapproche dans une zone, sur une zone GSD. Donc, ça veut dire que si toute cette zone cède, le prix va accélérer vers le bas. Donc, tu peux tenter un achat, mais à tes risques et périls. Mais ce que tu fais, en même temps que tu tentes un achat en market, tu mets un ordre limite. Ici, au cas où le prix accélère vers le bas, ben, ton short coupe, ton short rentre en mouvement, ton long est coupé et tu sors en bénéfice et ton long va servir de couvrir
ton short va servir de couvrir ton long et tu sors en bénéfice. Je ne sais pas si tu as un petit peu capté, si tu as compris ce que je voulais dire au terme de money management. Parce que tu J'ai sais qu'il y a ce compris, risque. mais c'est ce que je ne sais pas encore faire. C'est Je ne pas sais pas grave, ça encore vient placer les deux, en même temps. le short et le long en même temps. D'accord, Mhm. ça viendra. Mais déjà, essaie déjà de comprendre un petit peu le jeu. Et essaie vraiment de savoir où, à quel moment vraiment te positionner, comprendre comment ce marché fonctionne. Et par la suite, tu pourras utiliser des stratégies de couverture. D'accord. C'est bon? Jean, c'est parfait pour toi? Je suppose que Oui, oui. oui, en fait, j'arrive à suivre un petit peu, mais voilà, c'est des choses qu'il va falloir mettre en pratique, hein, c'est tout, hein. Après, C'est c'est la exact. pratique. C'est exactement ça qu'il va falloir mettre en pratique, comme tu viens de